Après avoir vu le film, je me demande si ce diptyque valait vraiment le coup de débourser plus de 70 millions d'euros, parce que je suis pas sûr que ça suive au box-office en fait. Ne reculons pas. Nous ne nous soumettons pas. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique de film d'actualité. En plus celle-ci elle est véritablement d'actualité puisque à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai vu le jour même ce film. Puisque aujourd'hui nous allons parler de la première partie centrée sur la figure de Gaulle, ce fameux diptyque qui était à la fois concentré sur de Gaulle, Charles de Gaulle, le général, et sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale avec le fameux film La bataille de Gaulle, donc bien évidemment diffusé en deux parties, donc la première qui est sortie le 3 juin, donc à l'heure où je tourne la vidéo c'est le 3 juin, et la deuxième qui sortira un mois après le 3 juillet prochain. Un film que j'attendais énormément pour, premièrement, la figure de Gaulle, que je ne connais pas très bien, seulement par les principaux éléments, c'est-à-dire l'exil en Angleterre, l'appel du 18 juin 1940, la mise en place de la résistance, etc. La dualité aussi avec Churchill, enfin voilà, vraiment aussi son rôle de président après, bien évidemment, donc voilà, c'est vraiment les grandes bases. Et ce que j'aimais en fait à travers cette espèce de gros film blockbuster, véritablement, un blockbuster à la française, c'était l'idée de pas faire simplement un biopic scolaire, c'était pas du tout l'intérêt qu'avait le réalisateur Antonin Baudry, c'était d'utiliser en fait la figure de Gaulle dans un contexte de Seconde Guerre mondiale qui va commencer avec cette première partie de 1940 à 1942 jusqu'à la libération de la France en 1944 dans la deuxième partie qui va s'intituler J'écris ton nom, je crois. Et j'aime cette idée de replacer non pas comme un homme mais vraiment comme une figure et juste placer de Gaulle comme on va dire un symbole de ce courage, de cette résistance qui était naissante en Europe, qui était pliée par l'armée allemande, et comment le réalisateur va entamer ce long film de 2h40 quand même, ou 2h45, je sais plus. Parce que j'attendais aussi le film par son auteur, parce que Antonin Baudry, c'était quand même le réalisateur du très bon Chant du Loup, qui était sorti en 2019, je crois, qui avait déjà entamé cette volonté de proposer un film épique, militaire aussi, un film militaire porté sur l'armée, avec ce film de sous-marin en mode très tendu, très thriller. Voir Antonin Baudry se mettre dans cette histoire me donnait vraiment envie de voir cette espèce de travail acharné, parce que ça a demandé des années et des années de tournage, ça a été énormément de prise de risque, de travail derrière, car ça a été un bordel hallucinant de tournage, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a eu énormément de problèmes sur le tournage, c'est ce qu'on appelle véritablement un blockbuster français, parce que le film dure 2h40, en tout cas la première partie, parce qu'on est sur un énorme film de plus de 5 heures, les deux films ont coûté à eux deux 74 millions d'euros, ce qui est énorme, pour un budget français, c'est énorme. Donc oui, ça promettait une œuvre épique, puissante, tout en ayant cette envie de mettre en lumière, sous un rendu différent et un rendu héroïque, la figure du général de Gaulle, loin du biopic un peu scolaire qui était sorti, je crois, en 2019, que j'ai pas vu, mais que tout le monde avait dit que c'était catastrophique, c'était un pétard mouillé, donc le film qui était avec Lambert Wilson. Sans oublier aussi l'idée de ce casting, c'est-à-dire que, au-delà de l'acteur qu'on a pris, qui est pour moi une idée brillante, donc l'acteur Simon Abkarian, qui est un acteur franco-libanais et arménien, qui était appliqué à 100% dans le rôle, il collait parfaitement au rôle de Gaulle dans les bandes annonces. On avait aussi plein d'autres acteurs, on avait Benoît Magimel, Nils Schneider, Mathieu Kassovitz, et bien d'autres. Donc est-ce que ce film, après avoir vu les 2h40 de ce film ou de cette première partie, est-ce que le film est à la hauteur de toutes les attentes à travers cette espèce de film français, de cette espèce de gros blockbuster en mode French Touch? Ou est-ce que c'est un énième ratage de la même manière qu'avait été celui de 2019? Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. You chose our side.
the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Fort heureusement, non, hein, on n'est pas du tout sur ce qu'on avait pu avoir sur le film de 2019, même si j'ai énormément de réserves sur le film, j'ai passé un plutôt bon moment sur ces 2h40 de film, un film qui passe plutôt rapidement, étonnamment. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas non plus le film à voir en famille, hein. J'ai quand même des réserves sur cette idée de ramener tout le monde en famille. Non, je suis pas sûr que les enfants soient intéressés par ce genre de film, même si ça se veut très grand public. De toute façon, c'était un peu l'objectif qui avait Pathé, parce que c'est Pathé qui produit, et Jérôme Sédou. Depuis, on a eu Les Trois Mousquetaires, on a eu Le Comte de Monte Cristo, sur cette espèce d'idée de ambition du cinéma français de concurrencer Hollywood, ce qui a plutôt bien marché, et non, parce que Les Trois Mousquetaires, bon, déjà, artistiquement, c'était pas terrible, Les Trois Mousquetaires, mais bon, ça, c'était rentré dans les frais. Par contre, Monte Cristo, au-delà d'être un très très bon film, c'était surtout un succès énorme, quoi, plus de 9 millions d'entrées, donc ça va perdurer cette idée d'ambition française démesurée à travers ces deux films de Gaulle, et il y aura aussi, à la fin de l'année, une adaptation des Misérables. Donc voilà, et oui, donc non, ça se veut quand même très très grand public, ce film. En tout cas, le film tend d'être le plus ouvert et le plus grand public. Il n'empêche que ça reste quand même un gros film français plutôt généreux, spectaculaire, dont on va pas forcément passer, comme je vous ai dit, les 2h40, si on est quand même intéressé par le côté historique de la chose. Alors en tout cas dans sa première partie, on verra pour l'autre partie en juillet prochain. On sent le budget à l'écran, voilà. Le film a été tourné en 2023, voilà. Ça fait depuis des années qu'il a été chapeauté. Comme je vous ai dit, le tournage n'a pas été... le tournage a été très chaotique. Déjà, le film a été retardé d'1 an, il devait sortir en 2025, et il y avait plein de bordel sur le tournage, il n'y avait pas de storyboard, c'est-à-dire que vraiment, on n'avait pas mis en place des storyboards pour savoir comment tu allais mettre tes scènes, c'est quand même assez fou, ce qui a provoqué beaucoup d'emmerdes, beaucoup de personnes qui ont quitté le projet, beaucoup de soucis de planning, donc il manquait aussi des VFX, etc. En gros, le projet était tellement ambitieux que ça foutait un peu un bordel. Et du coup, ouais, c'était un peu à l'image de cette proposition de ce diptyque, quoi. Mais quand tu vois le rendu final, en tout cas de cette première partie, on se dit ouf, voilà, ouf, comme je l'ai dit, car on est sur un film de très bonne facture, en tout cas pour un film français, mais pour moi c'est pas non plus le grand film annoncé. Peut-être que la deuxième partie pourra, on va dire, corriger les défauts de cette intro, ou alors ça sera l'inverse, on sait pas véritablement. Comme je vous ai dit, Les Trois Mousquetaires, j'ai envie de vous dire, le premier film qui était centré sur D'Artagnan était plutôt convenable, ça allait, moi j'avais passé un bon moment. Par contre, Milady, la deuxième partie était catastrophique, donc on sait pas véritablement comment va se passer cette deuxième partie. Je vais revenir sur tout ça. Premièrement, déjà je vais un peu parler sur cette idée de la volonté du réalisateur Antonin Baudry, de se placer comme un véritable blockbuster pour concurrencer Hollywood dans un domaine un peu plus national. Un gros budget, un casting qui excelle, film en 2 parties, etc. D'ailleurs, en parlant d'Antonin Baudry, je fais très rapidement dessus, c'est quand même assez fou le parcours de ce mec, de cet homme, car il est quand même sorti des grandes écoles de sciences politiques, des plus grandes écoles de Sciences Po. Ensuite, il est devenu chargé de discours de Dominique de Villepin, donc c'est pas rien, et ensuite il est devenu un des acteurs majeurs dans le cinéma français. Enfin, je résume rapidement, mais en fait le parcours de ce mec est tellement particulier, enfin, il n'était pas du tout destiné pour le cinéma, même si il avait expliqué que c'était un grand passionné de cinéma, et de toute façon on le voit à travers les films qu'il a fait, à travers son tout premier film qui était Le Chant du Loup, qui est un film absolument splendide de sous-marin que je vous conseille. Voilà, c'était un film qui avait fait naître François Civil. D'ailleurs, il y avait déjà Mathieu Kassovitz dans ce film. Et du coup, ouais, voilà le parcours assez imprévisible de cet homme qui actuellement chapeaute l'un des projets les plus fous du cinéma français de 2026. C'est quand même assez surprenant, quoi. Donc je reviens sur les promesses du film, et c'était juste faire une tout petite interlude sur Antonin Baudry. Oui, donc de ce côté, pour moi, les promesses sont bien tenues. Voilà, ça se place entre cette frontière entre film français porté sur l'intimiste, à travers les discussions entre hommes d'État, les négociations aussi, et par aussi la présence du personnage de Gaulle, et de l'autre côté t'as cette maestria d'effets visuels, de conflits, qui n'était pas si souvent montré
véritablement dans les films, après c'est parce qu'on se met plus dans un point de vue français, donc beaucoup de conflits au Moyen-Orient, etc. Et c'était surtout, première partie, 1940. Donc ouais, t'as toutes les batailles du Moyen-Orient, parce que voilà, le film s'intéresse à cette période-là, cette guerre d'Europe entre l'Allemagne, l'oppression de l'Allemagne, t'as aussi des conflits d'intérêts entre l'Angleterre et la France pour arrêter l'expansion allemande. Ce qui fait que voilà, l'œuvre d'Antonin Baudry, elle amorce son récit sur plusieurs tonalités, c'est aussi ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages assez humoristiques, mais bien disséminés, t'as beaucoup de drame, bien évidemment, t'as de l'épique, pas non plus énormément, on verra aussi pour la deuxième partie, et surprise, on a un peu de cartoonesque ouais, dans ce film, mais là aussi très très bien dilué. Alors ouais, je suis assez étonné de dire ça, c'est étonnant, hein, on pense pas à dire ce terme-là pour parler de Gaulle. D'ailleurs, étonnant, le film perd pas de temps, c'est-à-dire que dès le début, on est directement sur, enfin, pas directement, mais en fait... En 5 minutes, on va amener les enjeux sur l'appel du 18 juin 1940, donc de Gaulle à Londres, ce qui en fait permet de placer directement les enjeux et le contexte du film. Cependant, on va quand même passer à deux choses qui font que pour moi le film n'arrive pas à passer le cap en fait du film, il n'arrive pas à passer le cap de l'inoubliable malheureusement, même s'il y a de très bons moments, même s'il y a une très très belle reconstitution. Il y a deux choses pour moi qui font un peu déconner le film, c'est malheureusement le fait que le film tombe dans les travers du film historique. Un peu film historique qui surcharge, un peu insommant, qui se rapproche en fait de la fiche Wikipédia. Alors, je dis pas que la réalisation est scolaire, hein, mais en fait, c'est plutôt de la manière dont on va raconter les événements qui fait très Wikipédia. Et en fait, c'est un peu le problème de bon nombre de films historiques, hein, ils tombent un peu tous dans ce panneau-là. D'ailleurs, c'est assez étonnant le nombre de projets qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale, hein, depuis le début 2026. Puisqu'on a eu Nuremberg, déjà, qui était sorti en février, je crois. On a eu Les Rayons et les Ombres, j'en ai déjà parlé. Par contre, film que j'ai adoré d'ailleurs, Les Rayons et les Ombres. On a la bataille de Gaulle, donc on en a eu 2 parties, et on a en octobre prochain le film sur Jean Moulin avec Gilles Lelouch. Du coup on se dit ouais, je sais pas pourquoi il y a autant de projets, surtout dans le cinéma français, il y a autant de projets en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est parce que l'année prochaine on est dans une année d'élection, donc je sais pas, est-ce que c'est pour influencer les votes, je ne sais pas, c'est bien, mais c'est assez étonnant quoi. Et donc oui, je reviens encore sur le film, on a aussi ce côté donc très film scolaire Wikipédia, et bon, comme je vous ai dit, beaucoup de films historiques tournent dedans malheureusement. Et oui, il y a un manque important de point de vue, quoi. Ce qui est encore dommage vu les moyens qu'on donne à ce film, et en fait on se retrouve avec quelque chose de très policé. Mais quand je dis policé, mais c'est dans la volonté de ne pas aller dans quelque chose de plus risqué sur la manière de raconter les événements. Et du coup c'est dommage, et du coup, et malheureusement je pense que beaucoup peuvent s'ennuyer dans la manière qu'on va raconter le récit, surtout pour la jeune génération, quoi. Et ce qui va aussi amener, en fait, le défaut dont je vous ai dit va aussi amener à un autre problème, c'est cette espèce de maladresse qui est liée à l'envergure de son récit, parce qu'en fait, le film ne sait pas trop comment jouer entre son ton épique et spectaculaire, et garder cet esprit un peu historique. Je m'explique, le film a plusieurs tonalités, comme j'ai dit, et Baudry tente le plus possible de naviguer entre le film de bureau intimiste, où en fait tous les enjeux internationaux vont se jouer à travers les débats et les discussions entre hommes d'État et surtout hommes d'armée, comme pour De Gaulle, comme pour tous les autres personnages qui vont naviguer autour de lui, et sur le terrain de la guerre, tel que la bataille de fin de film, donc la bataille de Bir Hakeim, j'avais donc de Bir Hakeim, donc c'est vraiment le dernier conflit, où on va voir ce conflit sous le point de vue du personnage de Benoît Magimel. Et en fait, Baudry va chercher le plus possible à redonner des lettres de grandeur à son récit, ce qui est vraiment intéressant, à l'image de beaucoup de plans qui, voilà, comme je vous ai dit, étrangement, j'en avais déjà parlé au début, peuvent faire penser à des plans de BD, de bande dessinée, et en fait, c'est ce que ressortaient un peu les critiques à Cannes, justement.
Et en fait, je suis assez d'accord avec leur avis sur cette idée d'image qui est très BD, par sa couleur, par son aménagement des plans, son aménagement des personnages dans les plans. Il y a vraiment des super plans dans ce film, et en fait, c'est pas si étonnant que ça, vu que Antonin Mandry avait déjà collaboré sur une bande dessinée. Alors, je pense que c'est pas lui qui l'avait dessiné, mais il avait écrit la fameuse BD qui était Quai d'Orsay, qui avait été ensuite adaptée au cinéma. Et peut-être que ça a pu être une influence pour Antonin Baudry pour son travail sur De Gaulle, hein, bien évidemment. Autre chose aussi à parler, c'est aussi sa volonté musicale. Déjà comme dans sa bande-annonce, qui était portée sous la sonorité... Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, la sonorité de John Murphy, qui est un compositeur britannique, je crois, ou américain, peut-être que je dis de la merde, du super film Sunshine de Danny Boyle, et... Voilà, je pense que vous connaissez cette musique, ils l'ont vraiment bien mis dans le film, en plus ça donne ce côté épique, donc la fameuse musique du film Sunshine de Danny Boyle, et en fait ça donne aussi, donc la musique de ce film donnait aussi du sens à l'épique de certaines scènes de bataille, alors, qui vont peut-être être perçues un peu pompeuses par beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a énormément de musique, constamment de la musique, même pas que sur des scènes des plans de guerre, hein, c'est vraiment, même dans des débats ou dans des discussions, il y a toujours cette musique qui revient. Ça peut être une espèce de musique, on va dire grossièrement une Hans Zimmerisation, un peu de la musique, mais aussi ça rappelle la dimension épique aussi que pouvait avoir le Chant du Loup, donc c'est à double tranchant, tout dépend si vous êtes fan ou non de ce côté un peu gros film avec une grosse musique un peu pompeuse, mais ça fonctionne dans l'intérêt que veut entreprendre Baudry dans cette espèce de gros film de 2h40 quoi. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. Une seule bataille décidera de tout, et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement. Pour autant, je reviens sur l'autre problème l'autre défaut pour moi du film, c'est que le film semble constamment côtoyer maladroitement son sujet entre deux espaces-temps. En gros, il y a deux espaces-temps dans le film, deux lieux particuliers. Donc il y a le passage à Londres avec De Gaulle, et on va suivre un espèce de jeune étudiant ou un jeune élève qui va en fait mener à sa manière sa propre résistance avec d'autres personnes, dont va y avoir aussi le personnage qui est joué par Anna Maria Vartolomé, qui va avoir son importance aussi, même si on la voit pas beaucoup hein, malheureusement. Et de l'autre, donc il y a ce côté mise en place de cette résistance en France, alors qui est plutôt efficace mais qui amène pas à grand chose, et ça fait quand même aussi là aussi très Wikipédia, dans le sens où oui, il faut montrer ce qui se passe en France. On peut comprendre aussi dans le contexte actuel, sous Vichy, sous Pétain, c'est important de remettre en place ça. Mais peut-être que ça aurait été plus pertinent de le garder dans le point de vue du général à Londres, avec les Anglais qui connaissent pas trop ce mec, qui le rient un peu au nez, en tout cas les généraux anglais rient un peu au nez de Gaulle. Et du coup, De Gaulle qui lui va mettre en place sa résistance, mais lui avec un grand R, avec cette France libre qui va mettre en place à Londres. Sauf que lui, ça va être sous le joug de l'erreur, de l'échec, etc. Mais voilà, en fait, le récit semble trop classiquement constitué, et en fait, il va, encore une fois, relayer les événements d'une manière un peu trop scolaire. Et tu peux ressentir quand même une certaine lassitude liée aux événements des batailles, quoi. C'est un peu décevant. Pour moi, les deux histoires se mélangent plutôt mal, et je trouve pas que ça soit très concluant dans la fin du film, malheureusement. Néanmoins, je vais passer à la plus grande qualité du film, et je suis même assez surpris sur ce côté-là, moi j'attendais pas véritablement le film sur ce côté-là, même si j'attendais énormément du travail sur De Gaulle, mais pour moi la plus grande force de ce film ne réside pas dans le traitement des événements et des implications de la France en Europe en 1940, mais dans la manière dont va être traitée la figure du général de Gaulle sur les 2h40 de film. Parce que je pense que là où il y a vraiment eu un travail assez impressionnant, c'est
sur le général de Gaulle, sur son personnage, son histoire, comment on va le traiter. Ça va être un personnage qui va être assez raide, bien évidemment, comme on se doutait, assez droit. Il est très très grand. Je trouve que, en plus, je pense qu'ils ont pris l'acteur avec une grande taille. Il fait toujours encore plus grand que les autres acteurs, comme l'était de Gaulle. Et parfois à la limite du cartoon, hein, donc on continue et on perdure cette idée, bande dessinée liée à l'image que renvoie de Gaulle entre ses généraux et aussi à Londres. Parce que ça peut être, oui, un homme sûr de lui. Dans la psychologie, c'est assez intéressant comment on construit et on écrit le personnage. Donc un homme sûr de lui, parfois un peu gauche. Étonnamment, tu sens véritablement qu'on n'est pas non plus sur une idolation, si on peut dire comme ça, ou une idolâtrie du personnage. Et c'est tout l'intérêt en fait de voir un homme profondément solitaire. C'est assez étonnant au début, mais même quand il va être avec ses hommes, on sent quand même quelque chose de très solitaire, ce qui aussi explique cette espèce de manque d'empathie très glacial, mais je trouve que ça fonctionne parfaitement, dont surtout la manière va jouer Simon Abkarian, et il va pas non plus avoir peur de la défaite. On sent vraiment que c'est un personnage c'est un homme assez malin pour croire en cet espoir, malgré des alliés comme l'Angleterre ou comme les États-Unis qui peuvent être vus comme un obstacle. Donc ouais, c'est vraiment un personnage qui a été construit d'une manière assez fascinante, qui peut laisser aussi ce sentiment très glacial, très manque d'empathie. Enfin, on n'en fait pas des tonnes non plus sur le personnage, on va pas aller dans sa psychologie la plus totale, et ça c'est important, pas non plus faire du larmoyant, mais c'est l'interprétation qu'en fait Simon Abkarian qui en donne toute sa force. Pour moi, l'interprétation, c'est vraiment exceptionnel, c'est pour moi la plus grande force du film, c'est une véritable révélation, vraiment le mec donne corps et âme dans toute la grandeur, et parfois l'amusement aussi d'un personnage comme le général, hein. Bon, on tourne pas non plus en ridicule, mais tu sens quand même qu'on a voulu faire un personnage, assez nuancé, assez structuré et nuancé, avec aussi le côté très théâtral qu'avait le général de Gaulle quand il parlait, c'est-à-dire, quand vous l'entendez, c'est Paris brisé, machin, etc. Enfin, voilà, il y a le côté très théâtral qui pouvait tomber dans quelque chose de peut-être ridicule, mais non, je trouve que ça fonctionne bien, et en plus, il a un certain charisme, hein, Simon Abkarian, donc il le fait vraiment très très bien. Il est vraiment bluffant d'authenticité, ce qui prouve que pour moi c'est un acteur formidable, c'est un mec que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas vu assez, Simon Abkarian, et peut-être qu'il aura droit à travers cette interprétation à une certaine forme de mérite liée à son interprétation. Et quand on sait que Simon Abkarian, moi je le connais de 2-3 films, et moi je l'ai connu, et peut-être que je vais redonner un petit coup de nostalgie à certains, mais moi je l'ai connu comme étant un méchant de seconde zone dans le film Casino Royale, où je crois qu'il jouait un des premiers méchants qu'affronte Daniel Craig dans Casino Royale. Alors c'était il y a 20 ans, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est drôle quand tu vois que le mec il est passé de un peu un espèce de sbire de seconde zone dans James Bond, donc dans Casino Royale, et ensuite il devient De Gaulle, donc 20 ans après. Je trouve que c'est assez amusant, et donc il a tourné dans 2-3 films américains, et c'est drôle de le voir, de voir tout ce qu'il a pu faire. Moi j'ai un peu suivi sa carrière, et je trouve que c'était une brillante idée de prendre ce mec-là. D'autant que les autres comédiens qui, parviennent à sortir leur épingle du jeu. Alors, le problème c'est que ils vont être un peu sous les jougs du film choral, donc beaucoup de personnages, ce qui fait qu'ils vont pas avoir beaucoup de temps d'écran. Déjà celui le personnage de Anna Maria Bartolomé, actrice qui était déjà dans le Comte de Monte Cristo, hein, comme quoi. Elle, on la voit pas assez malheureusement, même si je trouve que son personnage peut être vraiment intéressant. Et alors, autre acteur qu'on voit pas, et pourtant c'est le général Leclerc, hein, c'est Nish Schneider. Alors, là aussi, peut-être qu'il va avoir une plus grande importance dans la deuxième partie, mais là aussi je suis assez étonné. On va plus développer les deux figures, alors j'ai oublié leur nom, qui sont des personnages et des figures là aussi militaires, sont joués par Mathieu Kassovitz et Benoît Magimel. Alors, pourquoi pas, c'est intéressant, mais là aussi, on les voit d'une manière un peu bridée. T'as pas vraiment le temps de les assimiler, tu vois pas véritablement leur importance dans le conflit, ou alors c'est pas assez développé, et ça semble un peu capillotracté, quoi, dans cette espèce de machine infernale, et beaucoup trop grosse pour pouvoir développer tous les personnages. Alors, je crois que j'ai quand même entendu qu'il y avait un nombre incalculable de personnages dans ces deux parties, ce qui peut expliquer qu'on n'a pas le temps de développer tout le monde. Donc c'est, là aussi, encore une fois, c'est le défi qui impose qu'on ne peut pas tout développer. C'est encore une fois à double tranchant. Et étonnamment, je crois que le film tire son épingle du jeu, non pas dans
la manière dont on a envie de proposer un film spectaculaire, mais surtout dont la manière en fait on va traiter De Gaulle, tout simplement. Donc là je trouve que c'est plutôt réussi, dont on va mettre en lumière cet homme comme une forme de lueur d'espoir, un peu cavalière, sur ces heures sombres. C'est comme un espèce de château de cartes qui à chaque fois va chuter, va se péter la gueule, mais va réussir à se relever étonnamment, et donc c'est celui d'un général qui était quand même un général inconnu, qui va constamment tourner le dos à la fatalité, à l'échec, et qui va constamment par son intelligence à trouver des nouvelles manières, quitte à souvent faire des sacrifices humains, et on le voit très bien dans le film, des sacrifices humains, et donc beaucoup de culpabilité, mais je trouve que c'est, encore une fois, ça montre cette détermination que pouvait avoir De Gaulle, mais qui va aussi l'amener à devenir le héros de la résistance, le héros de l'armée, de la nation française, sans tomber non plus dans le pompeux ou dans l'iconisation absurde, quoi. D'ailleurs, c'est drôle de sortir un film dans ce contexte, parce que quand on voit nos chers hommes politiques qui crient tous au fait qu'ils se prétendent être gaullistes, ça fait quand même un peu marrer, parce que je pense que ça ferait bien rire le général de Gaulle de voir des hommes d'extrême droite et d'extrême gauche se réclamer des valeurs d'un homme tel que le général. Ça serait quand même assez drôle. Je pense que ça ferait bien marrer de voir ça là où il est. De Gaulle, qui n'était pas un homme politique, enfin... Il est devenu, mais c'était avant tout un homme d'armée, général, avant d'être président, ce qui explique aussi les valeurs que pouvait avoir De Gaulle, qu'on pas un homme politique, et pourquoi il est resté l'une des figures les plus importantes de la France, quoi, avec Jeanne d'Arc ou encore Napoléon, quoi. C'est vraiment les 2-3 figures qui font la France dans le meilleur, hein, pour De Gaulle, j'ai envie de vous dire, mais bon... Vous savez très bien que voilà, les hommes politiques n'ont absolument aucune valeur, donc ça m'étonne pas que ces espèces de vautours se prétendent être de la légitimité du général. Le personnage est aussi intéressant par la manière dont il va interagir avec ces hommes d'État, alors principalement sur celle de Winston Churchill, hein, qui va être très très bien retranscrite dans le récit comme on le connaît, hein, comme ça, c'est-à-dire entre Churchill et De Gaulle, sur cette idée d'amitié sincère, respectueuse véritablement, mais malgré des valeurs et des idées totalement opposées, quoi. D'ailleurs on le voit très très bien dans le film, où ça pouvait être un respect éternel entre les deux, où ils pouvaient s'entendre comme pas possible, et tout d'un coup ça pouvait taper dans une crise de furie, quoi. Et on le voit très bien, où le général par les idéaux et par les idées, ce que dit Churchill, va exploser une chaise, donc il peut y avoir aussi des petites crises, hein, c'est ça qui est intéressant avec De Gaulle. Là aussi, la grande force, c'est de toujours montrer par les dialogues ce côté, la personnalité du général. Je prends l'exemple d'un moment où De Gaulle, donc au début, je crois que c'est un de ses généraux qui va lui informer que il a été destitué de toutes ses fonctions en France, et qu'en plus, il est condamné à mort. Donc il est à Londres. Et la manière dont va jouer Simon Abkarian, donc ce côté nonchalant, qui n'en a un peu rien à faire, en disant autre chose, du style j'en ai un peu rien à foutre, voilà, comme si il ne s'était rien passé, quoi. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité, et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Alors que vraiment la France vient de le condamner à mort, vraiment je trouve que ce côté nonchalant et le côté très calme, très posé, mais qui pouvait aussi partir dans le côté haineux et côté furie, je trouve que c'est très 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 bien retranscrit par l'interprétation de Simon Abkarian. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourra dire sur cette bataille de gauche, parce que je pense que j'ai quand même fait assez long. Cette première partie s'ouvre d'une maladresse entre vouloir développer un récit furieux et épique, et garder les bases d'une idée intimiste à travers la figure de Gaulle. Un défi qui n'est pas entièrement réussi, lié à cette idée de blockbuster XXL à la française, trop surchargé et trop fiche Wikipédia. Cependant, force est de constater que le film est un joyeux spectacle divertissant et par moments spectaculaire, et surtout une introspection de l'homme et de la figure de Gaulle, tout en subtilité et en pertinence, magnifié par le talent d'un Simon Abkarian, solide et extrêmement convaincant de bout en bout. Et donc, est-ce que cette suite, qui sortira dans pile un mois le 3 juillet, parviendra à soit corriger les défauts de son introduction, soit baisser en qualité? Eh bien tout simplement, réponse le 3 juillet prochain.
Voilà ce que j'avais à dire sur la bataille de Gaulle, l'âge de fer, donc la partie 1, dont le titre a son importance, donc l'âge de fer, pour faire en gros naître l'âge d'or. Alors c'est plutôt intéressant, c'est plutôt beau, même si je pense que ça méritait un peu plus de symbolisme dans le film. Il y a juste un passage où De Gaulle va dire pourquoi âge de fer et ce que ça symbolise dans le film. Cette mise en place de la résistance, cette mise en place de l'espoir. Donc, quant à vous, pour ceux qui ont vu le film, je sais même pas si la vidéo fera beaucoup de vues, parce que parler d'un film sur De Gaulle, je compte pas énormément. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu le film. Encore une fois, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui connaît l'histoire, je ne connais pas bien De Gaulle, mais je trouve que le film le fait plutôt bien. Chacun aura son opinion, chacun donnera son avis, et les historiens ne manqueront pas de donner aussi la leur. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par mon contenu, et on se retrouvera la semaine prochaine, mais un peu plus tard, je vous avoue, pour sûrement la critique j'espère, du prochain film, de pas n'importe qui, du dieu vivant, Steven Spielberg, avec le fameux film Disclosure Day, un film ultra mystérieux, intriguant, qui donne méchamment envie. Spielberg de retour à la SF, un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui fait très retour du troisième type, avec un mélange de La Guerre des Mondes, enfin voilà. Il y a plusieurs trucs qui résonnent, et j'ai hâte de voir ce que nous réserve Monsieur Spielberg, putain. C'est fou d'avoir encore un homme aussi brillant que Spielberg continuer à faire des films qui nous enchantent. Donc voilà, j'ai hâte, comme pas possible de voir ce film. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci encore et au revoir.